Il était une fois, dans une contrée lointaine, très lointaine, loin vers l'horizon, là où le soleil renaît chaque matin, un petit village au pays du soleil levant blotti dans les racines de la montagne. Ici, les gens sont simples, ils vivent de leur terre et de la rivière qui serpente tout autour. Le village vit des jours paisibles et l'arrivée imminente de l'été appelle tous les villageois aux préparatifs de la grande fête du village. Les récoltes ont été abondantes cette année et la fête promet d'être somptueuse une fois de plus. Les enfants du village contribuent aussi à hauteur de leurs possibilités et maintenant que la fin de la journée approche, ils ont bien mérité de tous aller se retrouver sur la place du village comme à leur habitude. Dans son village, leur venue, les enfants de l'âge de Kaori ont l'habitude de se retrouver sur la place centrale pour s'adonner à différents jeux. Mais certains enfants sont turbulents et ont pris l'habitude de bousculer leurs camarades pour imposer leur volonté. Les moins solides d'entre eux, comme Kaori, doivent donc souvent céder aux caprices de ses garnements et elle ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas simplement jouer comme la plupart d'entre eux. Elle pense à Norifumi, ce petit garçon du même âge qu'elle qui vient parfois jouer sur la place. Il ne l'embête pas. Ils ont peur de lui car il fait de la lutte au temple. Elle se le dit depuis longtemps. Un jour, j'irai frapper aux portes du temple et j'apprendrai l'art de la lutte. Le soleil commence son voyage derrière la montagne et il est maintenant temps de rentrer à la maison pour tous ses enfants. Demain est un grand jour. C'est la fête de l'été. On va bien s'amuser. J'ai vraiment adoré cette journée. Vivement l'année prochaine qu'on puisse recommencer. Le temps passe et Kaori a maintenant atteint ses 7 printemps. Elle aime toujours aller jouer avec ses camarades dans le village, une fois sa journée terminée. Aujourd'hui, Norifumi n'est pas au temple et il joue avec le groupe. Kaori est heureuse et un peu inquiète à la fois, car elle sait que la présence de Norifumi est le signe d'un possible grand changement à venir. Le soleil semble un ballon prêt à rouler sur les pentes de la montagne. Il est temps de rentrer à la maison pour Kaori. Elle salue ses camarades et quand enfin elle se présente devant Norifumi, ce dernier lui pose la main sur l'épaule et la regarde droit dans les yeux. Kaori, j'ai parlé au maître comme tu me l'avais demandé et je lui ai dit que tu désires nous rejoindre pour apprendre la lutte. Il t'attend demain au temple à l'heure que tu viens ici habituellement.
Leur discussion n'a pas échappé au garnement qui se trouvait tout près. Cette annonce les a rendus jaloux et ils décident de s'en prendre à la petite Kaori. Alors comme ça, tu crois que tu pourras apprendre les techniques du temple? Si tu es plus forte, montre-nous de quoi tu es capable. Ah, tu parles d'une lutteuse, elle n'est même pas capable de nous battre. Allez, assez rigolé, on s'en va, on est trop fort. Les garnements partis, la place du village retrouve alors sa quiétude. Kaori est à terre. La douleur de son corps n'est pas très vive, mais celle de son âme est amère. De plus, ses habits couverts de boue lui occasionneront à coup sûr une punition. Elle prend le chemin de sa maison en sanglots et dit tout haut. J'irai au temple, apprendre l'art des samouraïs, et un jour je serai le plus grand guerrier du monde. Alors je leur montrerai qui je suis. Une voix répond. Nul par la guerre ne devient grand. Seul ce que l'on a dans le cœur peut rendre grand. Il se retourne et voit assis près de la stèle marquant le centre du village un homme vêtu d'une cape et d'un chapeau. Il lève lentement la tête. Ainsi reconnaît-elle le maître du temple, ou plutôt du dojo qu'il y a installé, le vieux Nobuisa. Elle pense. Il a donc vu ce qui s'est passé. Va-t-il toujours vouloir m'enseigner son art? Je t'attends demain ou jamais. D'ici là, débarrasse-toi de ta colère. Le grand jour tant attendu est enfin arrivé pour Kaori. Je ne voulais pas la route si difficile, mais j'y arriverai. Les jours passèrent et Kaori ne cessa de s'entraîner dur. Elle commençait à savoir reproduire ce que le maître lui apprenait.
Kaori a un grand frère, Tetsuya, son aîné de 3 ans. Ce dernier passe tous les jours devant le temple en ramenant de la forêt des troncs de bambou pour que leur père puisse en fabriquer divers objets et outils. Voyant les prouesses de sa sœur, il a décidé d'apprendre lui aussi cet art, la voie de la souplesse, comme aime tant en parler Kaori le soir à la maison. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il prendra son courage à deux mains pour entrer dans le temple et aller demander au maître si lui aussi peut venir suivre son enseignement du judo. Entre mon garçon et viens nous rejoindre. Il n'y a point de secret caché en ce lieu. Si tu désires apprendre notre art, il ne tient qu'à toi de t'engager sur la voie de la souplesse. Tu dois commencer par apprendre à chuter sans te faire mal. C'est la base de notre art. Vois-tu, il faut savoir arrondir son corps et freiner sa chute. Avant de faire chuter tes camarades, il te faudra apprendre à chuter toi-même et accepter de le faire pour eux. Ainsi tu comprendras que seule l'entraide peut t'amener à la prospérité mutuelle. Jita Yuwa Kyoei. Sensei, pourquoi cet art s'appelle-t-il le judo? L'idéogramme Ju représente l'adaptation, et Do le chemin ou la voie. Notre art est celui de la souplesse pour ne pas subir. Il est issu de nombreuses écoles de Jujitsu de la période d'Edo et s'est inspiré de la nature, plus précisément par certains arbres tels le saule. Sous le vent ou même pris en pleine tempête, cet arbre semble ballotté en tous sens et pourtant son tronc, non atteint par les rafales, conserve sa posture, reste droit et, à la fin, le vent pourtant invincible finit par se lasser.
Le philosophe Lao Tse l'avait déjà compris il y a fort longtemps. Il écrivait « Le faible vainc le fort, le souple vainc le dur, voie et vertu de l'eau. » Ce que notre art doit nous apprendre avant tout, c'est qu'il ne sert à rien de blesser les autres. Il est plus juste de seulement démontrer la supériorité de notre art, la voie de la souplesse. Souplesse de l'esprit et souplesse du corps, qui décourageront les potentiels adversaires. Kaori et Tetsuya sont maintenant des adolescents et leur bon esprit est reconnu de tous dans le village. Durant ces années passées à s'entraîner durement, ils ont appris à développer leur technique, en japonais gi, et ainsi développer aussi les capacités de leur corps, tai en japonais. Mais l'enseignement de Nobusa est de plus en plus compliqué et demande de plus en plus de travail et de confiance en soi. Après le temps du développement du corps et de la technique, vient le temps pour celui de l'esprit. L'esprit, Shin, qui s'écrit avec le même caractère que cœur, Kokoro, qui leur permettra de ne pas abandonner face aux obstacles rencontrés tout au long du difficile apprentissage de la voie de la souplesse.
Mais au fur et à mesure qu'ils avancent sur la voie de la souplesse, ils commencent à se questionner sur la contradiction intrinsèque qu'elle pose. Pourquoi donc apprendre les arts du combat alors que la voie de la souplesse nous promet avant tout de savoir vivre ensemble en harmonie? Un soir, pendant l'entraînement, Kaori semble moins sereine qu'à l'habitude. Nobuza l'a bien remarqué et a compris qu'il ne s'agit pas là seulement de la difficulté de se remettre en question qu'induit l'apprentissage de son art. Il décide alors d'aller la questionner à ce sujet. Kaori, quel est ce mal qui trouble tant ton esprit et ta pratique? Sensei, pourquoi apprenons-nous toutes ces techniques de combat si, au final, vous nous enseignez qu'il ne faut pas nous battre? Les guerres sont finies et les arts martiaux n'ont plus d'utilité pratique en ces temps de paix. Mais il ne faut pas pour autant oublier cette culture qui fait partie de l'homme. Nous devons désormais comprendre que le judo ou voie de la souplesse a pris le pas sur le jujitsu ou technique de la souplesse. Son but final n'est pas la victoire personnelle sur autrui, mais la victoire sur ses propres difficultés personnelles grâce à ses pairs. Victoire du corps sur la maîtrise des lois du mouvement, victoire de la persévérance face à la difficulté technique, victoire de l'esprit face à la futilité de l'affrontement. Oui, bien sûr. Mais alors, pourquoi cela implique-t-il de nous confronter les uns les autres? Il est évident que sur sa voie qui le mène vers la sagesse, l'homme passe par cette étape primaire d'affirmation en se confrontant à ses semblables. Je pense que bien enseigner
Le judo est un raccourci vers cette sagesse qui résulte de la compréhension que la voie de l'homme n'est pas d'être soi-même le meilleur de tous, mais d'être le meilleur de soi-même pour tous. C'est dans ce subtil mélange d'adversité et de respect que naît au fil du temps, à qui veut bien l'entendre, cette alchimie entre les hommes qui leur permet de vivre en harmonie, de poser les racines de l'amitié. Le judo guide l'homme sur cette voie, mais seul l'homme lui-même trouvera son chemin. Sensei, vos lumières viennent d'éclairer de nouveau ma voie. Dès demain, je reprends le chemin d'un pas assuré. Seryuko Zenyo. Cette maxime énonce le principe du correct emploi de l'énergie. Maintenant que leur esprit est formé à utiliser la technique à des fins adéquates, il est temps pour Kaori et Tetsuya d'étudier l'art ancien des samouraïs, le jujitsu, car il leur faut désormais mieux comprendre les principes du souple qui vainc le fort. Sensei, qu'est-ce qui confère cette force aux arts guerriers que de paraître agir en harmonie? C'est qu'il s'agit de trouver une solution dans une situation qui engage le corps et l'esprit. Il faut que le premier réponde et agisse de façon juste, et que le second ne soit ni paralysé ni exalté, tandis que se joue la vie et la mort, alors que tout autour, tout est troublé. C'est donc cela qu'il nous faut transposer dans le judo? C'est précisément cette idée de situation troublée, Ran en japonais, qui veut dire aussi tempête, que Jigoro Kano a retenu comme centrale dans sa méthode, créant l'affrontement libre, Randori, que l'on pourrait interpréter comme trouver prise en situation troublée ou dans la tempête. Contrairement au jujitsu basé sur la répétition de situations préétablies, en judo chacun est libre d'agir à sa guise, le jeu consistant à conserver sa posture dans la tourmente et de trouver le moyen d'appliquer les solutions apprises, ce qui le libérera. La force de la méthode est d'être basée sur l'échec, lequel construit le succès. La première technique que l'on apprend est de savoir chuter sans se blesser, pour pouvoir revenir accumuler de l'expérience, prendre leçon. Autrement dit, on apprend à se relever de ses échecs et ainsi devenir meilleur qu'avant. Mais comment? Chasse le trouble de ton esprit. La journée touche à sa fin et il est temps de se reposer maintenant. Seul le travail et le courage sauront apporter les progrès et les réponses, pas le questionnement incessant. Et, comme tous les soirs, inlassablement, le soleil glisse à nouveau derrière la montagne à l'ouest. Mais ce soir d'été, Nobuza est inquiet. Il n'aime pas voir la lune troublée par la chaleur et teintée de rouge. Prétextant le besoin de repos, il décide alors de demander à ses élèves de ne pas venir s'entraîner pendant les quelques jours suivants. Le jour suivant, ayant fini sa lente ascension par-delà la cime des arbres de la forêt de l'Est, le soleil commence à pointer ses rayons sur la place centrale du village. Le calme du matin cède la place à un vacarme sans nom, mêlant le bruit de nombreux pieds marchands d'un pas lourd et celui de morceaux de métal d'armure cognant contre d'autres,
couvrant à peine les voies rauques et imposantes d'un groupe de bandits de grands chemins ayant décidé de s'en prendre au village. Tels les vulgaires voleurs qu'ils sont, ils se servent dans les réserves d'eau et de nourriture du village. Nobuysa, dans toute sa sagesse, décide de rester assis sous l'arbre qui lui apporte tant d'ombre et de fraîcheur par ce matin déjà si chaud. Conscient d'avoir su si justement demander à ses élèves de ne plus venir s'entraîner, il sait que le dojo ne paraît qu'un simple temple pour ces bandits. Aucune chance donc que ces derniers ne se doutent que certains villageois connaissent l'art du combat. Il comprend aussi que le moment n'est pas propice pour affronter ces bandits. La souplesse de l'esprit leur donnera l'avantage plus tard, mais pour l'instant, l'heure est à l'observation. Norifumi, le même petit garçon qui avait jadis intronisé Kaori, croit pouvoir opposer ses malfrats. Il s'arme du sabre que lui avait légué son grand-père et vient le premier s'adresser aux bandits. Il n'y a rien dans ce village qui puisse intéresser des hommes tels que vous. Veuillez passer votre chemin et ne plus voler ainsi nos modestes ressources. Norifumi n'a malheureusement jamais appris l'art du sabre et ne saurait affronter ces anciens samouraïs déchus, devenus des ronins sans maître ni loi. Sache que nous faisons ce que nous voulons, où que nous soyons. Même maintenant que la guerre est finie et que les samouraïs ne sont plus utiles, vous nous devez respect et obéissance. Tel est votre dû pour notre engagement passé. Norifumi, blessé, est emmené au village voisin où les moines pourront le soigner. Nobuysa décide de mettre une stratégie au point. Il donne rendez-vous au temple à tous ses élèves une fois la nuit tombée, pendant que les bandits seront endormis. Il nous faut les désarmer avant de pouvoir les vaincre. Ainsi, nous combattrons à armes égales. C'est alors que celui qui semble être le chef des bandits, Benkei, ordonne à ses hommes de stopper le combat. C'est un ronin ayant décidé de s'engager sur la voie du mal et ainsi de renier les valeurs du Bushido qu'il avait défendues auparavant. Je vois que vous avez appris à combattre. Qui est donc le maître qui vous a enseigné tout cela? C'est moi. Mais je leur ai surtout appris que les arts martiaux ne sont plus en accord avec le monde actuel. Le temps de la guerre est fini. Place au temps de la paix. Nous sommes d'anciens samouraïs et nous ne savons rien faire d'autre que la guerre. Tel est notre destin. Mon sabre est au service de la survie de mes hommes maintenant que nous n'avons plus de daimyo.
C'est notre unique moyen de subsistance. Capitulez et vous aurez la vie sauve. Il y a déjà trop de blessés de part et d'autre. Je propose d'organiser des duels entre tes hommes et mes élèves, sans blesser l'adversaire, juste en le forçant à abandonner. Si tes hommes obtiennent un plus grand nombre de victoires, alors nous nous rendrons. Soit. Si tes élèves remportent la victoire, nous partirons sur le champ. Toute cette énergie pour ne rien produire. Crois-tu vraiment pouvoir continuer de vivre ainsi? N'y a-t-il pas de meilleure issue que d'attendre de tout perdre lors de l'ultime combat? Je te propose de poser les armes et de participer pacifiquement à la communauté de notre village. Que penses-tu d'un nouveau départ? Je te l'ai déjà dit, nous ne savons rien faire d'autre que la guerre. Nous ne pouvons déposer les armes. Un homme formé aux arts martiaux comme toi connaît les dangers d'une situation conflictuelle, l'énergie que demande un combat et les risques encourus. En ces temps de paix, tu dois comprendre qu'il est plus judicieux de construire en amont les conditions nécessaires à l'harmonie sociale et à la paix. C'est ce message que nous porte Jigoro Kano, et que tout pratiquant de Budo se doit de porter en nous. Quand on entre dans un dojo, on se rend compte qu'il est facile et plaisant de respecter ses valeurs, et l'on en ressort avec le sentiment d'être meilleur. Ce serait dommage de n'utiliser tes connaissances que pour détruire. Je suis certain que si tu portais ton art au rang de dos, de voix, tu pourrais apporter ta pierre à l'édifice. Cet homme a raison. Pourquoi ne pas donner un autre sens à nos vies? Pourquoi ne pas pousser l'art du combat jusqu'à prendre conscience de sa futilité et ainsi se rendre compte qu'un jour ou l'autre, l'échec est inévitable? J'enseignerai mon art pour que les gens comprennent que l'échec est toujours proche et qu'il est un point de non-retour. Ainsi, plus nombreux seront les gens éduqués, plus serein sera l'avenir de tous.
salut. Il était une fois. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes présentes ainsi que la mairie de Saint-Paul de Cap-de-Joux pour nous avoir prêté leur gymnase, pour le bon déroulement de ce spectacle, pour les 10 ans de notre club. Je tiens à remercier également tous les bénévoles et licenciés qui ont donné de leur temps et qui participent au spectacle. Un grand merci à Jean-Claude pour tout son investissement et sa créativité. En tant que président, je suis fier de nos judokas pour leurs résultats cette année. Félicitations à Pierrick pour son deuxième dan. Félicitations à Léa pour ses premiers points marqués pour sa ceinture noire. Et je félicite aussi tous nos judokas qui ont participé aux compétitions cette année et qui ont représenté notre club au mieux. J'ai bien sûr une petite pensée pour Mathis qui est à Paris pour les championnats de France par équipe ce jour pour représenter le Tarn en tant qu'arbitre. Et pour Laurent qui s'est blessé et ne malheureusement pas y aller. Je tiens à remercier et mettre à l'honneur aussi le bureau du club pour toute l'aide qu'il m'a apportée tout au long de cette année. Merci à René Louis, notre trésorier. Merci à Séverine, notre trésorière adjointe. Merci à Anne, notre seconde trésorière adjointe. Merci Anthony, notre secrétaire. Merci Nathalie, notre secrétaire adjointe. Merci Henri pour notre chargé de communication. Et merci à Mathilde qui s'occupe du site. Et avant d'aller voir un petit apéritif bien mérité, je tiens à remercier notre professeur Jean-Claude et Ami. Et merci pour tout ce que tu nous apportes au club et aux enfants. Merci pour ton enseignement et encore une fois ton investissement. Et pour cela, le club t'offre un petit présent. J'ai compris, c'est un séjour dans une maison traditionnelle japonaise, c'est dans le Tarn, c'est assez connu. Et je crois que ça va être... Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et là, je vous souhaite aller voir un petit peu. On va installer. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai les larmes aux yeux, je suis ému, je me retiens. Tout ça, c'est pas possible sans vous, sans tous les bénévoles, sans tout ce qui a été fait autour, le décor, tout ça. Et puis toutes les heures que vous avez passées en répétition avec moi, à supporter tout ce que je vous ai fait ingurgiter au niveau du spectacle. Tout ça, sans vous, c'était pas possible du tout. Moi, j'ai fait le plus facile, je crois. Donc on peut les applaudir parce que c'est vraiment pas facile. Même les tout petits,